Un vieil homme qui était dans un bus se met debout et dit aux passagers « Mes chers amis, la fin du monde est proche. Repentez-vous mes enfants et acceptez Dieu dans votre vie. » Tout le monde s'est mis à rire. Une jeune femme qui était tout près de lui se lève et crie à haute voix « Ferme ta bouche, tu ne sais rien et ton Dieu n'existe pas. » Le vieil homme était humilié et il s'était remis assis, mais il ne pouvait pas abandonner si facilement. Il se lève encore une fois et dit « Dieu existe, repentez-vous de vos péchés et acceptez-le dans votre vie. » La même jeune femme se met debout et jette un sachet d'eau sur le visage du vieil homme. Au même moment, sa petite fille qui était assise près d'elle lui dit « Arrête maman, c'est un envoyé de Dieu. » La jeune femme s'est mise à genoux et commença à pleurer fortement. « Mais pourquoi pleures-tu » demanda le vieil homme. La femme dit « Ma fille était muette et maintenant elle parle. Dieu existe et il est vraiment bon. » Que se passerait-il si vous étiez le dernier humain sur Terre? Le premier jour, vous vous réveillez dans un monde étrangement calme. Pas de voiture, pas de notification, pas de voix. Vous courez dans les rues, frappant aux portes, personne. Internet est toujours là, mais les fils d'actualité ne se mettent plus à jour. Vous réalisez avec horreur que le monde vous appartient, mais qu'il est vide. Le premier mois, la fête est finie. L'électricité se coupe alors que les centrales s'arrêtent. La nourriture fraîche pourrit dans les supermarchés. Vous devez briser des vitres pour trouver de l'eau en bouteille et des conserves. La nuit, le noir est total. Pour la première fois, vous voyez la Voie lactée au-dessus de New York ou Paris, mais vous n'avez personne avec qui la partager. Le 6e mois, la nature reprend ses droits. L'herbe fissure le bitume. Des animaux sauvages errent dans les centres-villes. Vous vous installez dans un hôtel de luxe, dormant dans une chambre différente chaque nuit. Mais le silence est assourdissant. Vous commencez à parler à haute voix juste pour entendre un son humain. La première année, la solitude devient une torture physique. Votre vocabulaire diminue. Sans société pour vous juger, vous ne portez plus de vêtements, vous ne vous rasez plus. Vous êtes le roi du monde, mais vous donneriez tout votre royaume pour une simple conversation de 5 minutes. La 10e année, vous avez oublié le son de votre propre nom. Les villes s'effondrent lentement sous la rouille. Vous vivez simplement, cultivant un potager, en paix avec le silence. Vous regardez l'horizon, non pas en attendant un sauvetage, mais en acceptant que vous êtes le gardien de la mémoire de l'humanité. Vous êtes seul, mais vous êtes vivant. Et si tu faisais un saut en parachute depuis l'espace, 120 km, la trappe s'ouvre. Devant toi, il n'y a pas de ciel, juste du noir. Un noir pur, sans dégradé. La Terre occupe tout ton champ de vision. Un disque immense, bleu, blanc, courbé. Tu pousses, ton pied quitte le bord. Il ne se passe rien. Tu es juste en train de flotter au-dessus d'une planète. 100 km. Tu passes la limite symbolique entre l'atmosphère et l'espace. Sous toi, des masses de nuages, des chaînes de montagnes, des océans entiers. Tu vois des orages minuscules, des éclairs comme des veines lumineuses. Tu sais que tu tombes, mais tout est trop loin, trop immense pour que ton corps le sente. 80 km. Tu ne vois toujours pas de ciel bleu, mais quelque chose change. Une légère vibration dans ta combinaison, un frémissement dans tes gants. De petites traînées orangées apparaissent autour de toi. Tu deviens une météorite humaine. 50 km. Le noir profond commence à se dégrader en un bleu très sombre. Devant ton casque, des filaments de plasma rouge-orangé glissent, comme si tu traversais des flammes silencieuses. Tu ressens enfin la sensation de chute. 30 km. Le ciel est maintenant bleu nuit. Tu aperçois des traits blancs derrière toi, tes propres traînées, tes propres ondes de choc. Tu es en train de traverser le mur du son, sans avion autour de toi. 15 km. Le ciel devient d'un bleu plus clair. Tu entres dans les couches où les avions de ligne volent d'habitude. Sauf que toi, tu tombes à une vitesse absurde. 5 km. Les nuages sont passés. Tu vois maintenant des formes claires, des routes, des champs, des toits, des lignes droites dessinées par des humains. Tu tires. Le choc est violent. Ton harnais te coupe la respiration. Ton corps se cabre. La vitesse chute d'un coup. Pour la première fois depuis que tu as sauté, tout ralentit. Tu te sens étranglé entre deux sensations. Tu viens de tomber de l'espace et pourtant, tu vas atterrir dans un champ banal. Et toi, à quel prix accepterais-tu de vivre cette expérience? Et si demain, l'école disparaissait complètement? Jour 1. Tu te réveilles comme d'habitude. Mais quelque chose est étrange. Les écoles ont disparu. Plus de cours, plus de profs, plus de devoirs. Jour 2. Au début, tout le monde est content. Plus besoin de se lever tôt, plus de contrôle, jour 3. Mais très vite, quelque chose manque. Tu ne vois plus tes amis tous les jours. Les discussions, les blagues, les moments ensemble disparaissent aussi. Jour 7. Les journées deviennent longues. Certaines personnes adorent, mais beaucoup commencent à s'ennuyer. Jour 30. Les adultes réalisent un énorme problème. Plus personne n'apprend les métiers importants. Jour 365. Un an plus tard, le monde commence à manquer de médecins, d'ingénieurs et même de professeurs.
Et là, tu comprends quelque chose. L'école n'était peut-être pas parfaite, mais elle empêchait peut-être le monde de s'arrêter. Mon fiancé a exigé d'inviter sa meilleure amie rebeu au Gros Boulard à notre mariage, alors je l'ai fait expulser du territoire français. Mon fiancé a une meilleure amie d'enfance qui s'appelle Kenza. Elle essaie toujours de toucher mon fiancé et sa seule excuse est qu'elle veut le voir comment il est bien musclé. Kenza a toujours été en compétition avec moi pour savoir quel boulard est le plus important dans la vie de Lucas. Nous avions déjà rompu à cause de Kenza parce qu'il était incapable de fixer des limites avec elle. Il a compris l'importance des limites et nous nous sommes remis ensemble, et il a fini par avoir une conversation avec Kenza. Kenza et moi avons maintenant l'un de ces types de relations où nous savons que nous ne pouvons pas nous supporter, mais où nous restons civilisés l'un envers l'autre pour le simple fait d'éviter les drames. Lorsque Lucas a fait sa demande en mariage, Kenza ne nous a même pas félicités. Maintenant que nous préparons notre mariage, nous commençons à choisir qui fera partie de notre cortège et de nos garçons d'honneur. Alors je vous prie d'imaginer mon dégoût quand j'ai découvert que Lucas voulait que Kenza soit l'un de ses garçons d'honneur. Elle m'a envoyé ce texte, juste pour que tu saches que je suis et serai toujours la plus grande priorité de Lucas. Vous aussi, vous aurez peut-être des enfants un jour, vous partagerez peut-être une maison, mais sachez qu'il ne pourra jamais me décoller les 10 orteils. Je serai toujours une priorité pour lui parce qu'il m'a choisi comme femme d'honneur en sachant à quel point cela te contrarierait. Elle a dit que j'étais plus plate qu'un morceau de papier, puis elle a continué en me disant que je devais rester dans ma voie et apprendre ma place. Alors j'ai bien sûr montré ce message à Lucas et il m'a dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais il était loin de se douter que j'avais surpris une de leurs conversations où Kenza avait dit à Lucas qu'elle avait immigré sans papier depuis qu'elle était toute petite. J'ai choisi une équipe de 6 flics de l'immigration irrégulière comme demoiselle d'honneur. Le jour du mariage est arrivé et bien sûr, Kenza portait une longue robe blanche.